Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de Rebondir. Je suis ravie de l'animer avec vous. Je suis Fabienne Broucaret, la rédactrice en chef du magazine Rebondir et du site internet également aussi Rebondir. Donc on est ravis avec mes invités d'être là avec vous pour vous parler de la vie de freelance et de vous aider à vous y épanouir et à ce qu'elle se passe le mieux possible. Donc l'idée, ça va être de rendre ce webinaire le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à nous dire bonjour déjà dans le chat, à nous dire si vous êtes justement freelance, si c'est un projet que vous avez en tête ou si vous démarrez, ou si ça fait déjà quelques années que vous êtes à votre compte. Ça nous intéresse aussi pour que les échanges collent le plus possible à votre quotidien. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter mes trois invités. Bonjour Diane Ballona-Roland. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Temps et Équilibre et Tout à fait. aussi l'autrice de plusieurs livres, dont Slow Working, qui est paru Ouais. aux éditions Vibert. Et on verra notamment à travers votre regard, l'organisation du temps, la conciliation des temps de vie quand on Ok. est freelance, parce qu'il y a nos aspirations et puis Il il y y a a quoi la vraie faire. vie qui nous rattrape parfois aussi. Tout à fait. Bonjour Frédéric David. Bonjour. Alors, vous êtes l'autrice également d'un livre qui s'appelle Je suis auto-entrepreneur, qui est paru aux éditions Vibert, et vous êtes déléguée générale de la Fédération des auto-entrepreneurs. Et on verra que ce régime est aujourd'hui très assimilé en effet à la vie de freelance. Et puis, on verra avec vous tous les dispositifs aussi qui peuvent exister, parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est à son compte qu'on n'est pas tout seul non plus et qu'on peut avoir des gens qui peuvent aussi nous aider. Bonjour Théo. Bonjour Fabienne. Alors, Théo de Maupeou, vous êtes du coup plusieurs choses, un petit peu slasher quand même. Vous êtes donc chargé de contenu, responsable du contenu chez Shine, qui est une néobanque et qui justement s'occupe beaucoup des indépendants et des entrepreneurs. Vous avez été vous-même à votre compte et vous êtes aussi indépendant en parallèle de votre poste de salarié chez Shine. Donc, ça nous intéressera aussi d'avoir cette double casquette. Et vous avez accompagné des entrepreneurs et vous êtes aussi le créateur de la boîte numérique.fr. Donc, ces différentes casquettes vont nous intéresser aussi pour voir concrètement comment on peut articuler sa vie de freelance avec aussi d'autres activités. Alors, Trop vous bien. êtes nombreux à nous faire coucou dans le chat, donc c'est super. N'hésitez pas à nous poser vos questions par le chat et je vous mentionne aussi qu'il y aura un replay de ce webinaire qu'on vous enverra par mail et qui sera aussi accessible du coup sur YouTube. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, j'ai une question très simple pour vous, pour tous les trois. Est-ce que tout le monde est fait pour être freelance? Est-ce que la vie d'indépendant est faite pour tout le monde ou est-ce qu'il vaut mieux avoir certains traits de caractère, une personnalité un peu particulière? Qui veut se lancer? J'y vais. Alors déjà, est-ce qu'il faut avoir certains traits de caractère? Il faut être autonome. Hein, ça, c'est l'autonomie, quelqu'un qui a vraiment besoin d'être guidé pas à pas. Alors, c'est possible d'évoluer aussi, mais il va falloir faire preuve d'une grande autonomie parce que ce métier d'être freelance, d'être indépendant, quel qu'il soit, c'est surtout le métier le plus complet de sa vie. Et d'ailleurs, beaucoup d'indépendants ont du mal, une fois qu'ils quittent le monde du travail, à vraiment mettre en valeur tout ce qu'ils ont appris. Mais en fait, ils ont appris à faire de la compta, ils ont appris à faire de la gestion, ils ont appris à faire du commercial, de la communication et accessoirement leur métier. Donc, c'est vraiment le métier le plus complet du monde. Donc, moi, je dirais, et après, je vais laisser les autres s'exprimer, que cette autonomie est réellement importante d'apprendre et de vouloir être autonome. Voilà, je vais laisser les autres donner d'autres points. Théo, j'y vais si tu veux. Allez. Alors moi, je suis un peu d'accord effectivement avec Frédéric. Hein, l'autonomie, c'est essentiel. Moi, ma conviction en tous les cas, c'est que ce n'est pas forcément pour tout le monde, effectivement, parce que la plupart des freelances travaillent aussi de chez eux, que tout le monde finalement n'est pas fait, j'ai envie de dire, et pour cette autonomie aussi. Et pour travailler de chez eux, je prends l'exemple souvent de mon mari, parce que voilà, lui, il est vraiment anti-télétravail dans sa pratique, hein, finalement. Vous avez des personnes qui ont besoin des échanges avec les collègues quotidiens, de la convivialité du présentiel, etc. Et effectivement, il faut de l'autonomie, je rajouterais même de la rigueur, de la discipline aussi, parce que justement, il faut pouvoir s'organiser au quotidien, faire preuve de créativité un petit peu dans tous les compartiments, et puis justement aussi de la persévérance, de la constance, etc. Donc effectivement, ce n'est pas forcément fait pour tous les caractères. C'est mon point de vue. Et pour compléter un peu, moi je dirais qu'on vit quand même un âge d'or un peu du freelancing, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de structures, de mouvements, on voit de l'apparition de beaucoup de collectifs
parce qu'on va probablement parler de la solitude aussi quand on se lance en freelance. Mais donc, il y a beaucoup de nouvelles initiatives, de structures, de cadres qui arrivent pour soutenir un peu ce mouvement du freelancing. Mais je suis assez d'accord avec cet aspect d'autonomie et d'envie, parce que c'est un peu les deux. C'est à la fois, est-ce qu'on a un peu on va dire, les compétences intrinsèques, c'est-à-dire le fait d'être autonome pour se lancer. Et puis, il faut aussi en avoir envie, parce que souvent, ça fait rêver, mais concrètement, c'est ça, hein, c'est que si on a besoin de se lever le matin, d'aller dans un bureau et de voir ses collègues, on peut pallier à ça quand on est freelance, mais si c'est sa première envie quand on se lève, bah forcément, je pense que le statut de freelance, c'est peut-être pas le plus adapté. Mais Et c'est un alors, choix de vie, en fait. Oui, et je vais juste Hein. nuancer quelque chose parce que moi, je vois les créateurs qui justement n'ont pas cette autonomie où on voit intrinsèquement qu'ils ne l'ont pas. Il y a des structures, néanmoins, pour se lancer à son compte, qui vont les accompagner. Et c'est les coopératives, c'est le portage salarial où ils ne vont pas être seuls. Donc, en fait, il faut vraiment distinguer. Ça va être en fonction du régime qu'on va choisir. Soit on crée une entreprise, soit on reste dans un circuit d'accompagnement qui va nous accompagner vraiment tout au long. Et après, on pourra prendre son envol. Donc, on peut devenir autonome et il suffit d'aller au bon endroit si on sent que ce n'est pas encore prêt. oui, puis cette palette est intéressante hein, aussi, justement, qu'il n'y a pas une seule manière d'être freelancé à son compte. Donc, c'est aussi intéressant. On a une question que j'aimais bien. Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce qu'on peut se lancer à son compte à tout âge? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait déjà des témoignages du coup, qui ont répondu dans le chat avec des exemples de personnes qui sont se lancées à 57 ou 58 ans. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'envie et l'autonomie, bah, qu'on ait 25 ou 45 ou 58, c'est très bien aussi? Oui, oui. Tout à fait. On va Très casser bien. cette idée reçue et en effet, Oui, on peut. Voilà. c'est Raphaël Dignel qui, effectivement, que je connais bien, là, qui est président de la FNNDI, qui me dit ça, il a raison. Et alors, la tendance que je constate de plus en plus, c'est que nous avons de jeunes retraités qui se lancent et pour compléter, et franchement, mais allons-y, quoi. Quel que Ah soit ouais. l'âge, qu'on ait 16 ans, bon, pas 16 ans, c'est un peu plus compliqué, mais 18 ou 80, peu importe. Très bien. Alors, il y en a plusieurs, justement, aussi dans le chat qui démarrent, qui ont quelques mois de freelancing à leur compte, quelques années pour certains ou certaines. Quel serait bah, votre premier conseil pour quelqu'un qui se lance en tant que freelance? Et peut-être quel conseil vous auriez aimé qu'on vous donne, vous, quand vous êtes lancé en tant que freelance? Alors, moi, il y a un conseil que vraiment je trouve qui est très parlant. C'est que souvent, quand on se lance, on a beaucoup d'idées. Et je pense que quand on est en freelance, il faut un peu distinguer. Quand on est freelance, on est entrepreneur, mais on ne monte pas une entreprise. Entre guillemets, c'est une auto-entreprise, on est auto-entrepreneur. Bien sûr, après, on peut chercher à monter des projets. Mais je trouve qu'il faut réussir assez rapidement, même si au début, on peut explorer. Après, je suis preneur de vos avis aussi, mais assez rapidement trouver une spécialisation parce que pour avoir accompagné beaucoup de personnes qui se lançaient en freelance, au début, elles galéraient parce qu'elles ne savaient pas ce qu'elles pouvaient proposer. Et donc, elles se disaient, je pourrais un peu proposer ça par rapport à leur expérience, par exemple 10 ans de métier, et elles vont se dire, je pourrais proposer ça, je pourrais proposer ça comme service, etc. Et il y a une vraie question qui est de comment trouver des clients, parce que le nerf de la guerre, c'est qu'il faut trouver des clients et faire du chiffre d'affaires pour petit à petit se développer, parce que là, on parle d'accompagnement, de trouver des espaces de coworking, tout ça, mais ça dépend du fait d'avoir une activité qui commence à tourner. Et je trouve que vraiment un conseil, c'est d'essayer de se spécialiser assez rapidement pour proposer des choses. Et après, c'est pas grave. Si on se rend compte qu'on a une spécialisation, mais qu'il faut l'affiner, qu'il faut peut-être en changer parce que celle qu'on a testée, c'est pas exactement la bonne, etc. Et ben, on ajuste au fur et à mesure. Mais il y a une vraie problématique de trouver des clients. Et pour trouver des clients en freelance, c'est beaucoup plus facile quand on est spécialisé. Donc moi, je dirais attention au piège du généraliste au départ, dans lequel on tombe assez souvent. Oui, ça dépend de l'activité en plus dans laquelle on se lance en freelance en plus. Alors, voilà, les conseils, il y en aurait plein, hein, effectivement, au démarrage. Moi, je dirais peut-être un conseil aussi que j'ai pu voir souvent, alors soit dans nos activités ou d'autres, hein, parce que j'ai aussi accompagné beaucoup d'entrepreneurs et notamment des femmes, c'est de tenter la première année, en tous les cas, de proposer ces services gratuitement et un petit peu à tout va. Et ça, on le voit souvent, quel que soit d'ailleurs, hein, dans différents secteurs d'activité aussi. Alors, ça peut être bien effectivement pour se faire la main un petit peu, pour arriver à se faire connaître. Il faut quand même qu'il y ait un intérêt à chaque fois
finalement à justement proposer une prestation gratuite, mais j'ai envie de dire qu'il faut vite quand même le limiter, vite le cadrer et le faire de manière très, très exceptionnelle parce que justement, comme le disait Théo, le but, c'est aussi de générer du chiffre d'affaires et puis d'arriver à se rémunérer le plus tôt possible. Et ça, c'est un écueil qu'on voit quand même très, très souvent. Comme conseil, moi, je vais, de par mon expérience, pour le coup, j'avais commencé en SARL et je suis passée en régime micro après une expérience très, très lourde financièrement, de se former. Se former, parce qu'on ne se forme pas au départ, on pense que c'est facile, on n'apprend pas ses obligations légales, on se retrouve, comme moi, à perdre des trimestres de retraite de manière très, très bête qui recoûte après un bras à racheter, avec des conséquences sur la vie. S'informer de ses droits et de ses obligations, parce que les coups durs vont arriver, il y en aura toujours des accidents de vie et qu'on n'aura rien préparé et on se retrouve le bec dans l'eau un jour si on n'a pas anticipé ça. Sur la partie spécialisation, je suis d'accord, mais il faut aussi, je pense, savoir aller puiser où sont nos ressources et nos savoirs. Alors, étant une zèbre, pour ceux qui connaissent le terme, dans mon cas, je sais faire du commercial, de la com, du web marketing, etc. Et j'ai utilisé toutes les palettes de cette activité pour faire aussi bien des communiqués de presse à l'époque que des sites Internet. Mais il faut par contre être bonne dans chacune et être bon dans chacun des prestations que l'on propose pour justement après et se former quand on n'est pas bon et qu'on veut faire quelque chose, il faut se former. On a en tant qu'indépendant des ressources pour financer des formations et toujours monter en compétences. Et ça, on l'oublie en tant qu'indépendant, c'est que comme les salariés, on devrait se faire un plan de carrière, un plan de montée en compétences pour se dire cette année, j'apprends ça, je me développe là-dessus, je continue là-dessus, je me perfectionne là-dessus, etc. Il ne faut vraiment pas rester sur ses acquis et toujours progresser. Oui, et puis ne pas hésiter, c'est aussi dit dans le chat, à voir ce que vous pouvez utiliser avec votre CPF, à voir justement les différents sites, possibilités en termes de formation selon vos besoins. Il n'y a pas une formation, j'imagine, pour devenir freelance, mais ça va être selon vos compétences et en effet selon vos besoins pour développer votre activité. Je rajouterais juste un point en complément, ne pas hésiter quand même aussi à déléguer à des professionnels quand on a la possibilité de le faire financièrement, justement, parce que ça peut être des points en termes de communication. Peut-être, ce sera peut-être plus utile de faire son site Internet que de le faire soi-même, peut-être mal, etc. Donc, il y a peut-être parfois, effectivement, se former, effectivement, développer ses compétences au long cours, et on n'arrête jamais de le faire. Mais par contre, savoir aussi quand déléguer et quand ça peut avoir un vrai intérêt pour soi en termes d'énergie, de temps, de qualité au final, etc. Oui, et voir où est vraiment ça. Faut pas hésiter à s'entourer, quoi. Est-ce que je peux répondre à Audrey parce que qui demande s'il existe des formations gratuites? Audrey, il en existe, mais est-ce que vous allez proposer vos services gratuitement? Qui dit formation gratuite dit que derrière, il y a un formateur qui n'est pas payé. Je crois que quand on se lance, on cherche un logiciel gratuit, on cherche tout du gratuit, mais en fait, derrière, il y a toujours des indépendants, des gens, des structures qui doivent rentabiliser leur activité. Une formation gratuite ne va jamais être aussi approfondie et aussi vous apporter autant qu'une formation où le formateur va être payé et où l'organisme de formation va être payé. Donc, il faut... Et puis le travail, toute la méthodologie, la progression, si c'est du gratuit, à un moment, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas tout ça. Donc, prenez aussi conscience, et je reviens sur ce que disait Diane, le gratuit, à un moment, il y a des vraies limites sur le gratuit. Vous, dans ce que vous allez chercher, dans ce que vous allez proposer. Quand c'est gratuit, on ne passe pas de temps dessus. On passe très peu de temps. Donc, dites-vous qu'une formation gratuite, il n'y a pas eu beaucoup de temps passé dessus non plus derrière. Il faut juste vraiment intégrer ça. Après, pour quand même un tout petit peu nuancer, Frédéric, je suis complètement d'accord sur l'aspect formation, parce qu'effectivement, s'il y a une formation, c'est plus construit, mais il y a beaucoup quand même de documentation et de logiciels qui font du freemium, parce que là, mine de rien, il faut quand même se dire que quand on se lance, il y a ce vrai nerf de la guerre. Je suis d'accord qu'il faut sous-traiter. Moi, très vite, je l'ai vu, le problème de on veut tout faire. En plus, j'aime aussi tout faire personnellement. Donc, dans ma vie de freelance, pareil, moi, j'ai formé des gens, j'ai fait des sites internet, j'ai vendu du copywriting, j'ai aussi fait plein de choses. C'est pour ça que je dis aussi le piège du généraliste, parce que je me suis retrouvé dedans. Mais c'est pour ça que je pense qu'au début, il faut vraiment se dire, quand on se lance, il faut avoir cette rigueur un peu de se limiter. Oui, il y a plein de ressources gratuites. Et après, bien sûr, pour moi, il faut monter en régime en fait. Quand on se lance, il faut essayer de trouver quelque chose d'assez simple qu'on peut vendre parce que ça va nous éviter les galères. Si on fait plein de spécialisations en même temps, il faut se faire connaître sur toutes ces spécialisations, etc. Donc, pour moi, c'est simplifiez-vous la vie
commencez avec quelque chose, si possible, de très précis, puis petit à petit, après, déployez vos ailes. Et bien évidemment, après, quand on a les moyens, eh ben, oui, il faut sous-traiter, parce que si on ne sait pas bien faire un site Internet, autant en avoir un beau qui va bien convertir et prendre quelqu'un, autant prendre une bonne formation, être bien accompagné, autant se faire accompagner par quelqu'un de bien aussi. Il y a des coachs, je sais qu'avec le CPF, par exemple, moi j'ai longtemps formé avec Live Mentor. Avec le CPF, on peut avoir accès à des formations comme ça. Donc voilà, je trouve qu'il y a un vrai côté de déployer ses ailes petit à petit, mais quand on se lance, je sais qu'il y a une vraie problématique de on n'a pas d'argent, on ne sait pas où on va, on n'a pas de clients. Et donc, il faut vraiment, vraiment, pour moi, réussir à commencer par quelque chose de précis pour y aller petit à petit, parce que sinon, on se retrouve dans un flou artistique. Et ça, moi, j'en ai vu beaucoup des gens comme ça. Oui, c'est vraiment la stratégie des petits pas, brique par brique. C'est peut-être tous les trimestres, tous les ans, rajouter des choses et c'est comme ça qu'on grandit aussi et qu'on évolue. On nous dit aussi dans le chat, j'aime beaucoup l'idée de se concentrer sur ses forces, sur vraiment son cœur de compétences. Et n'hésitez pas aussi à aller voir, bien évidemment, des podcasts, des webinaires. Il y a plein de choses, des livres aussi qui peuvent du coup vous aider en termes de ressources et qui parfois permettent aussi de débloquer certaines choses. Théo, on avait une question dans le chat justement par rapport à ces fameux premiers clients. Quel serait le conseil pour quand on démarre vraiment et qu'on se retrouve tout seul face à son ordinateur pour trouver ses premiers clients? Moi, je me dis spontanément, si on a un peu d'expérience, d'aller voir peut-être parmi ses anciens employeurs, quels seraient un peu vos conseils en la matière? Alors, il y a beaucoup de façons d'aller chercher ses premiers clients. Pour moi, la première chose, c'est justement savoir ce qu'on va essayer de proposer. Alors, on peut s'adapter aux besoins des clients, mais encore une fois, moi, c'est un piège dans lequel je me suis retrouvé. J'ai commencé par quelque chose, j'ai fini par faire un peu tout dans une entreprise, mais quand on n'a plus besoin de nous, après, finalement, on vend un peu tout et n'importe quoi. Et moi, je le vois bien. Maintenant, on emploie beaucoup de freelance, et moi, je travaille avec beaucoup de freelance chez Shine pour justement développer du contenu. Et des freelances qui font un peu tout. Nous, on va surtout chercher des spécialistes. Donc, mon premier conseil, c'est d'essayer quand même de très concrètement voir ce qu'on vend. C'est quoi sa spécialisation? Qu'est-ce qu'on va vendre comme prestation, etc. Ensuite, on peut, si on a un peu d'expérience, aller voir ses anciens partenaires, ses anciens employeurs, des personnes avec qui on a travaillé, qu'on a rencontré, même des concurrents potentiellement qu'on a vus il y a plusieurs années. Et on se dit, tiens, je pourrais vendre mes services maintenant. C'est pas incompatible. Et puis après, il y a plein de façons. On peut aller en chercher sur LinkedIn. En fait, à partir du moment où on sait ce qu'on vend, par exemple, si je me dis que moi, je vais chercher à améliorer le copywriting de pages produits pour des e-commerçants, et encore, je pourrais aller encore plus loin dans la spécialisation, eh bien, je peux aller sur plein de e-commerce et là où je me dis que c'est pas assez bien optimisé, leur envoyer un petit message de prospection, mais très qualifié et qui apporte de la valeur. Après, il y a le conseil aussi qu'a donné Diane. Si on n'a aucun portfolio et pas trop d'expérience, au début, on peut proposer ces services gratuitement. Je pense que très vite, il faut passer sur du payant, quitte à ne pas facturer très cher. Puis ensuite, rapidement, arriver à son bon tarif. Mais c'est vrai qu'il faut se créer un portfolio et ses premiers clients, de temps en temps, il faut être prêt, je trouve, un peu à faire ce sacrifice-là de donner un peu plus que ce pourquoi on est payé, etc., pour faire cet extra mile et se créer un portfolio. Parce qu'on arrive dans un marché où soit il y a un gros manque et dans ce cas, on va trouver des missions très rapidement, soit il n'y a pas de manque et en fait, personne ne nous attend. Nous, on débarque comme ça et donc pourquoi est-ce qu'on nous prendrait nous plutôt que quelqu'un d'autre? Donc, il faut réussir à faire un peu mieux que les autres ou alors un peu moins cher ou proposer ça d'une façon différente. Oui, et puis c'est aussi, je crois, une question de positionnement marketing, en fait. Donc, tu disais, voilà, qu'est-ce qu'on vend, mais il y a aussi à qui on vend. Et puis, qu'est-ce qui fait aussi sa différence. Voilà, tu évoquais effectivement le petit plus, etc. Mais je pense que en fonction aussi de l'activité, je donne l'exemple parce que nous, on forme au sein de l'Académie des pros de l'organisation des futurs professionnels de l'organisation et des home organizers. Donc, effectivement, c'est très spécifique. Chaque home organizer que l'on forme va effectivement se positionner éventuellement avec justement un positionnement, une offre spécifique, une personnalité en fait, Oui, différente, des offres différentes. Certaines vont plutôt tendre sur la sobriété, d'autres plutôt sur la déco intérieure, etc. Enfin, il peut y avoir plein de positionnements différents, peut-être cibler aussi davantage les femmes ou peut-être plus les personnes âgées. Alors vraiment, je caricature. Et donc forcément, ça va orienter aussi à la fois les messages que l'on transmet et puis son offre déjà, parce que travailler l'offre, je crois effectivement que c'est hyper important. Nous, on est plutôt sur de l'accompagnement. Donc, qu'est-ce que on vend aux clients, à nos clients, qu'est-ce qu'eux achètent,
comment est-ce qu'on a envie de travailler, quelle transformation finalement on leur vend. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Et puis après, ça va déterminer, in fine, la stratégie de communication qu'on va pouvoir mettre en place, que ce soit en distanciel, en présentiel, etc. C'est un petit peu la difficulté avec les freelances, c'est que derrière le mot freelance, il y a plein de façons de travailler différentes et d'activités différentes, évidemment. Oui. Donc, c'est difficile de résumer ça, effectivement, à une seule façon de faire. Pour revenir sur les premiers clients, je vais prendre mon expérience personnelle. Moi, je me suis retrouvée à mon compte à l'insu de mon plein gré, suite à un CDI que ne pouvait pas tenir l'employeur, mais qu'il avait accepté pour que j'achète ma maison. Enfin bref, il m'a dit, tu te mets en portage salarial. On était en 2006. Et en fait, tous mes anciens patrons se disaient, mais celle-là, elle n'est vraiment pas faite pour être salariée. Donc, ils m'ont tous poussée, en fait. Et mes premiers clients étaient tous mes anciens patrons. Et c'est qu'après que, voilà, donc il y a eu cette première année, effectivement, que j'ai puisé dans le tissu de toutes mes connaissances, d'où l'importance de garder de très bonnes relations avec ses anciens employeurs. Oui, oui. Qui sont nos premiers prescripteurs. Tout à fait, le réseau est très important et quand on parlait de comment se différencier aussi, les réseaux sociaux et notamment LinkedIn, c'est vraiment un formidable outil pour ça, c'est-à-dire que non seulement on voit vos compétences, mais on a envie aussi de travailler avec vous en tant que personne et LinkedIn permet aussi voilà, d'avoir un profil assez personnalisé et entre deux personnes, ça permet aussi parfois de faire le choix sur la manière dont comment vous allez communiquer, le marketing de soi et ça peut être très bien fait sans tomber dans des travers trop excessifs. Diane, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'organisation parce que quand on parle de la vie de freelance, on se dit youpi, je peux tout organiser comme je veux, je n'ai plus de patron, je peux faire mes journées comme je veux. Sauf que on peut voir deux écueils, le côté procrastination dont on parlait au début du webinaire, si on n'a pas l'autonomie et l'envie dès le matin de s'y mettre, mais aussi à l'inverse, le surinvestissement et puis les limites entre la vie pro et la vie perso qui s'amenuisent. Donc déjà, comment quelques pistes pour bien s'organiser et puis tirer le meilleur un petit peu de cette vie de freelance? Alors, c'est effectivement complètement ça. Je l'ai vu tellement de fois. Il y a vraiment souvent, on se rend compte dans les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et en tant que freelance, déjà le fait de la découverte du travail chez soi, du télétravail. Et souvent, on remarque qu'ils essaient de reproduire finalement la façon dont ils travaillaient comme quand ils étaient salariés. Et effectivement, au bout de quelques temps, alors on est super content, plus on découvre la liberté, l'autonomie, les horaires, etc. On n'est plus disponible, donc c'est génial. Et puis au bout de quelques mois, en général, ça passe plus. Et on se rend compte qu'on est souvent moins efficace que quand on était salarié. Et effectivement, avec les deux écueils qu'on voit le plus souvent, soit effectivement un surinvestissement, mais exagéré. Donc, il n'y a plus effectivement de différence entre la vie pro et la vie perso. On est vraiment sur un étalement sans fin de l'activité ou effectivement un éparpillement total, la dispersion, la procrastination, une difficulté à se cadrer. Nous, ce que l'on propose en général, et quand je coachais, je le fais moins maintenant, mais quand je coachais des femmes entrepreneurs, il y avait vraiment l'idée de retravailler, de reposer le cadre, de redéfinir ou de réinventer finalement son cadre de travail. Ça passe par des interrogations sur, très concrètement, comment est-ce que j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de travailler, c'est quoi mes horaires, est-ce que justement j'ai décidé des horaires que je ferai, est-ce que j'ai décidé ou pas de travailler le week-end, est-ce que je peux m'autoriser justement à partir d'une certaine heure d'arrêter de travailler, parce que ce qu'on voit souvent aussi, chez les personnes qui se lancent, c'est une difficulté justement à dire non, à poser des limites aux appels de clients ou de prospects le soir à partir d'une certaine heure, etc. Donc, ce qui va être important, et je pense que c'est important de le faire dès le départ, c'est d'arriver à se dire que on a des horaires, on n'est pas obligé de répondre à toutes les propositions, tous les clients, etc., tard le soir, et de remettre du cadre là-dedans. Parce qu'effectivement, après, on en sort plus facilement. Et puis après, effectivement, apprendre de plus que jamais à gérer ses priorités. Ses priorités, sans rentrer dans les détails, mais on va être sur 3, 4, 5 grandes priorités par jour. On peut s'autoriser aussi à changer d'horaire quand l'activité le permet, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire du 9h, 18h ou autre, en fonction du rythme de vie qu'on a aussi. Certains vont être plus, par exemple, efficaces le matin, d'autres plus l'après-midi, plus le soir. Donc, on peut s'autoriser aussi, quand l'activité le permet, effectivement, d'aller sur des horaires qui sont
un peu justement différents et qui vont permettre une meilleure efficacité. Et puis après, alors, dans tous les cas, effectivement, ça rejoint un peu ce qu'on disait en termes d'autonomie. Ça va être vraiment de travailler son attention, sa concentration, d'apprendre effectivement peut-être différentes techniques, techniques Pomodoro ou autres, etc., pour arriver à travailler, être plus efficace sur des temps plus courts et voilà, arriver à mettre en retrait les distractions, etc. Après, ça se travaille dans la durée. Hein, mais il y a plein de choses à mettre en place pour justement arriver à être plus efficace et surtout à s'imposer un cadre de travail qui disparaît en réalité. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Diane, je trouve qu'il y a un vrai phénomène, on ne s'en rend pas compte quand on se lance, c'est que quand on n'a pas de cadre, en fait, on se crame sans s'en rendre compte. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on a tendance à ne jamais arrêter. On se dit, mais c'est génial, je peux d'un coup, je peux aller faire mes courses à 15 heures, mais en fait, on reprend, on s'arrête à 22. C'est ça. Et donc, on n'a pas de cadre, sauf qu'en fait, on se crame, mais sans s'en rendre compte par petits bouts, comme ça. Et au bout d'un an, on est cramé et on ne sait pas pourquoi, on n'a plus trop d'énergie, etc. D'où ce fameux cadre et cet aspect aussi d'autonomie où petit à petit, il faut le prendre et potentiellement se faire accompagner là-dessus. Mais en fait, le cadre est très important et moi, de temps en temps, je me dis, il y a des dangers publics sur LinkedIn parce qu'ils ils viennent de se lancer, ils disent, mais c'est génial. Et en fait, ils montrent qu'ils bossent tout le temps. Et je me dis, mais en fait, rien ne vaut aussi 2-3 ans d'expérience où on se rend compte que si on n'a pas de cadre, c'est pas tenable. Donc le but, c'est pas de faire une apnée pendant un an et d'en ressortir cramé. C'est plutôt justement de poser en fait quand on se lance et cette première année un cadre qui va nous permettre de tenir plusieurs années, voire toute sa vie si on aime ça. Et juste avant de passer à Frédéric, un exemple très simple aussi, c'est pas parce qu'on est freelance entrepreneur ou même c'est valable aussi pour les chefs d'entreprise. Hein, moi, je suis chef d'entreprise aujourd'hui, mais c'est la même chose, c'est de définir dès le début d'année, dès la fin d'année ou au moment de son choix, ses périodes de vacances, ses jours off, parce que oui, on est freelance, mais on a aussi droit à avoir des RTT ou des ARTT, mais des jours off, et ça, c'est hyper important justement pour pouvoir tenir le rythme dans la durée. Moi, en général, c'est la première chose que je fais, fin d'année, début d'année, c'est que je regarde vraiment, alors comme... je prends un grand calendrier, etc. Et puis on regarde. Alors, je ne suis pas toute seule, on travaille à deux, mais on se cale les jours off, les vacances, etc. parce que c'est important. Dès la première année. Ah, tout à fait, parce que sinon, en effet, on a tendance à s'oublier et j'aime beaucoup l'idée de s'autoriser. Voilà, les congés, les jours off, après les périodes de rush, on travaille peut-être un peu moins et c'est très bien. Et du coup, Frédéric, par rapport à votre propre expérience aussi? Bon, moi, je vais prendre rendez-vous avec Diane. Ma propre expérience, je suis la très mauvaise élève et la cordonnière la plus mal chaussée, donc j'écoute avec beaucoup d'attention. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est mettre un message sur mon répondeur pour dire qu'il ne fallait pas me joindre après 18 heures. Et bon, c'est aussi lié réalistement au travail que je fais au sein de la Fédération des auto-entrepreneurs qui est très chronophage. Je suis de très mauvais exemple au bout de 7 ans. Là, j'ai un peu craqué le mois dernier, donc je vois le poids. Ça, je prendrai rendez-vous avec Diane pour du coaching, je pense. Mais je la recommande vivement. Voilà. Par contre, non, j'ai une question pour Diane, pour le coup, qui m'intéresse aussi pour les créateurs. C'est moi, je dis toujours aux créateurs que quand ils vont se lancer, quelle que soit la forme, il faut aussi que ce soit fait conjointement avec leur conjoint. Je pense qu'à un moment, l'environnement doit comprendre ce qu'on va vivre. Comment est-ce qu'ils peuvent l'aborder? Comment on va faire comprendre aux enfants que quand maman est dans son bureau ou au père que voilà, et ben non, là, c'est le temps de travail. Comment on fait comprendre à ses parents que c'est parce qu'on travaille à la maison, qu'on est disponible toute la journée, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Parce qu'en fait, je ne les ai pas. Alors, moi, ce que j'ai souvent dit depuis très, très longtemps, d'abord parce que je l'ai vécu aussi, j'ai la première entreprise en freelance que j'ai créée, j'avais 24 ans, j'étais enceinte de ma première, qui a 24 ans aujourd'hui, donc. Et c'est effectivement la question des limites avec les proches, c'est hyper important aussi. Et je me suis rendu compte que ce qui est super important pour la personne qui se lance, justement, dans l'entrepreneuriat, c'est d'assumer elle-même aussi son choix et d'être convaincue déjà elle-même, donc dans son fort intérieur, ce qui n'est pas toujours le cas, en fait, quand on creuse un petit peu, que oui, y compris créer son entreprise, y compris en micro-entrepreneur, auto-entrepreneur et travailler de chez soi, c'est un vrai travail à part entière. Et c'est là qu'est le problème souvent, en fait, parce que si on n'est pas soi-même convaincu
dans son fort intérieur que c'est un vrai travail à part entière, aussi valable que celui de son conjoint qui travaille dans une entreprise, une grande entreprise ou autre, etc., on va avoir du mal justement à poser des limites à ses proches, à ses enfants, à son mari, à la copine qui débarque à 16 heures parce qu'elle pense que, bah voilà, en général, hein, quand on dit « Ah, mais c'est génial, tu travailles à ton compte, mais en fait, voilà, tu fais ce que tu veux. » Ben non, on fait pas ce qu'on veut parce qu'on a des échéances, on a des clients, on a en général une charge de travail voilà, qui est quand même importante, etc., etc. Donc, c'est important déjà, soit d'être bien convaincu. Et quand on creuse en coaching, etc., on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Souvent, on pense qu'on est un peu, à partir du moment où on travaille de chez soi, dans un sous-travail. Idem, on peut aller justement se positionner clairement avec son conjoint, par exemple, sur la répartition des tâches domestiques, parce que ce n'est pas parce que vous travaillez de chez vous et que vous êtes entrepreneur que du coup, vous devez prendre en charge ou systématiquement toutes les tâches domestiques du quotidien, etc. Donc oui, éventuellement, pour se mettre d'accord pour en faire peut-être une petite entre midi et 2, parce que ça vous arrange vous, le soir, etc. Mais c'est un vrai travail comme un autre, sauf que vous le faites à la maison et que vous êtes votre propre patron, en fait. Hein. Donc il y a vraiment à creuser de ce côté-là. Fixer les règles du jeu aussi ensemble. Oui. Sur, voilà, oui. Et ça se décide, on peut, voilà, exactement. Oui. Et Théo, un autre écueil qui peut arriver au-delà de voilà, surinvestir sur le travail cette première année, c'est de se sentir isolé tout seul quand on est du coup freelance à son compte. Or, il existe des collectifs aussi de freelance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Alors, ça dépend un peu de chacun quand même. C'est le côté, est-ce que j'ai besoin d'être énormément seul ou alors entouré? Ça va dépendre de chacun, mais justement, il y a de plus en plus de possibilités de ne pas se sentir seul quand on est indépendant. Parce que après, je trouve avoir trouvé des clients, moi en tout cas, ça a été la plus grosse barrière, on va dire. C'est-à-dire que les clients, assez naturellement, ça s'est fait. Mais après, c'était le fait de ne pas vivre une aventure collective, je pense, qui me manquait le plus. Et il y a plein de façons de pallier ça. Il y a aujourd'hui des collectifs qui se lancent de plus en plus. Alors, c'est surtout des collectifs qui vont tourner autour du travail. Et donc là, on va travailler ensemble sur des projets. Donc, il y a plein de collectifs. Nous, on a un partenaire avec qui on a écrit un e-book justement sur le pricing qui s'appelle collectif.work. Et Collective, eh ben, il propose à des collectifs de se réunir et ensuite de travailler ensemble sur des projets, sur des appels d'offres, comme si c'était une agence, mais avec le système de collectif, donc sans qu'il y ait un patron, un chef de projet, etc. C'est plutôt on s'organise ensemble et on peut répondre à des appels d'offres qui sont plus gros que ce qu'on pourrait prendre quand on est tout seul en freelance. On peut aussi s'associer avec des freelances qui sont complémentaires ou qui font la même chose que nous. Moi, j'ai déjà travaillé avec des personnes qui faisaient la même chose que moi, mais en fait, c'était des projets un peu trop gros, donc c'est l'équivalent d'un micro-collectif, mais on est en duo. Donc, il y a plein de façons de faire. Moi, je conseille énormément vraiment d'essayer au moins de discuter avec des gens qui font le même métier que soi en freelance, parce qu'en fait, il y a tellement de missions qu'on se rend vite compte qu'on n'est pas forcément concurrent. D'aller discuter avec des personnes qui font des choses complémentaires. Je ne sais pas, je fais des sites internet vitrines, mais je ne fais pas la partie design, d'aller voir des personnes qui vont designer des sites internet et que ça permet non seulement de se passer des clients, éventuellement de travailler ensemble sur certains projets et puis de discuter de notre quotidien. Et puis après, il y a tout le côté un peu plus perso, c'est-à-dire on n'est pas sur des collectifs où on travaille ensemble sur des projets, mais plutôt on partage notre aventure de freelance et un peu les coulisses. Et dans ce cas, on peut faire plein de choses. Moi, personnellement, je me suis mis en colocation. Donc, c'était dès la sortie de mes études avec 3 copains qui se sont mis à faire ça aussi. Donc, on s'est pris une grosse maison à Nantes. Parce que je viens de Nantes à la base et on a fait ça. Et puis ensuite, on a fait la même chose, mais au Pays Basque, parce qu'on voulait beaucoup plus surfer. Et donc, on a fait ça, mais aujourd'hui, il y a aussi des co-living, co-working qui existent. Il y a des meet-up, c'est-à-dire on peut faire des after-work après et rencontrer des freelances. Donc, il y a plein de façons comme ça de s'entourer et qui se développent un peu partout. Et puis, il y a des coworking. Donc, pareil, on ne va pas forcément travailler sur les mêmes missions, mais on se retrouve dans des espaces de coworking et généralement, il y a une grosse proportion de gens qui sont en freelance, avec qui on peut discuter, avec qui ont des jeunes, qui ont les mêmes problématiques avec ses clients. Et donc, moi, en plus de cet aspect collectif, solitude, pardon, il y a un vrai aspect que ça nous fait monter, ça nous tire vers le haut, parce qu'on va se retrouver avec des freelances qui sont un peu plus avancés que nous, d'autres qui ont les mêmes problématiques et qui, du coup, ils réfléchissent en même temps et vont réussir à trouver la solution et nous la partager, vice-versa, etc. Donc, je trouve qu'il faut, en tout cas, s'entourer.
Après, la proportion de à quel point je m'entoure, est-ce que je me mets en coloc avec des gens qui sont en freelance? Est-ce que je rejoins un collectif? Est-ce que je fonctionne juste en duo? Est-ce que de temps en temps, c'est juste des petits messages LinkedIn avec des personnes qui font la même chose que moi, qui sont complémentaires? C'est de trouver le bon ajustement en fonction de sa personnalité à soi. Parce que se mettre en coloc avec des gens qui font la même chose, c'est pas forcément fait pour tout le monde. D'ailleurs, je pense que la colocation de base n'est pas forcément fait pour tout le monde aussi. Mais donc, il faut trouver la bonne variable d'ajustement. Il y a plein de moyens de le faire. Donc, ça, c'est génial. Il y a plein de façons de faire et c'est de plus en plus facile. C'est pour ça que je parlais d'âge d'or du freelancing. C'est que je pense qu'au début, c'était plus compliqué. Et aujourd'hui, on peut se retrouver dans plein d'endroits différents avec plein de freelances, etc. Non, c'est super, puis ça crée une dynamique très intéressante et puis qui permet aussi d'aller de l'avant. On avait des questions sur le côté comment s'organiser un petit peu au niveau légal, Frédéric? Oui. Alors, pour reprendre, quand on se lance à son compte, on va soit choisir de créer une entreprise individuelle, une société, on peut se mettre en portage salarial, on peut se mettre en coopérative pour les formes les plus courantes. Le portage salarial, si on veut travailler à plusieurs, va permettre effectivement de gérer un budget commun avec plusieurs prestataires. Donc, le portage, pour résumer, vous êtes porté par une entreprise qui prend un pourcentage sur votre chiffre d'affaires et vous avez un bulletin de salaire en face. La coopérative, c'est à peu près similaire. L'entreprise individuelle, il y en a deux, il y a le TI classique et le micro-entrepreneur. Pour le micro-entrepreneur, ça se corse un petit peu plus parce qu'il ne peut pas déduire ses charges. Donc, en gros, si je fais appel pour la création de mon site web à un webmarketeur et que moi, je m'occupe de la rédaction, si je veux faire qu'une seule facture, je vais avoir un problème. Bon, comment on fait dans ces cas-là? Alors, il y a plusieurs solutions. On peut monter ce qu'on appelle des GIE. Un GIE, c'est un groupe… ça y est, j'ai oublié le nom. Il y en a un qui va le mettre dans le chat. Je ne vais pas faire la savante, je l'ai oublié tout d'un coup. On va pouvoir monter un GIE, mais attention à ce que le GIE ne devienne pas une société. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être votre seul vecteur d'activité. Ensuite, on va pouvoir, en micro-entrepreneur, par exemple, si demain je trouve un client pour lui faire son site Internet, alors ça, c'est très peu connu et c'est pour ça qu'il… Oui, merci Christophe. C'est pour ça qu'il faut se former. On va pouvoir utiliser les débours. Voilà. On va pouvoir utiliser les débours. C'est-à-dire que je propose à mon client de faire un site web. Je ne sais pas faire la maquette du site web, je sais faire que le contenu rédactionnel et WordPress. Eh bien, je vais lui dire, on peut utiliser un prestataire si vous voulez. Voici et on lui montre la facture, mais en fait, c'est les débours. On va récupérer par exemple les 3 000 € du contrat et on va reverser, mais ça ne rentrera pas dans les charges et les débours, on a eu validation par l'URSSAF, peuvent être utilisés pour la prestation de service. Mais c'est un process il faut respecter à la ligne. Donc ça, il faut se former. Il faut faire attention à ce qu'il y a sur les débours sur Internet. À la Fédération des auto-entrepreneurs, on vous explique bien ce que c'est. Donc, il y a plusieurs solutions comme ça. Puis après, quand on est ce qu'on appelle au régime réel, c'est facile de sous-traiter puisqu'on va être sur une comptabilité, on va pouvoir enlever ses charges, donc le coût de la prestation de la personne. Parce qu'en micro-entrepreneur, je facture 5 000 €. Il y a quelqu'un qui m'a coûté 3 000. Je payerai quand même mes charges sur 5 000. Donc, c'est plus intéressant à un moment. Mais il y a des solutions qui existent. Donc, il faut faire attention. S'il vous plaît, n'allez pas créer des associations parce qu'il y en a plein qui se mettent en association. Si vous êtes dans le bureau de l'asso, que vous facturez, c'est une société de fait, ne vous embarquez pas là-dedans. Vraiment, je vous le déconseille. Donc, il faut voir tout ça ensemble. Et on avait des questions justement sur le côté rédiger un contrat de prestation. Donc, je partage le bon conseil de Théo qui nous précise dans le chat qu'il y a justement sur le blog de Shine des exemples de contrats en accès libre. Donc, ça peut être aussi intéressant d'aller voir des choses préétablies qui vous feront gagner du temps parce que le temps est aussi important. Et il faut prendre une assurance en responsabilité civile. Assurez-vous tous. C'est très important parce que vous n'êtes pas à l'abri de faire tomber une activité à cause de vous. Vous devez vous assurer. D'ailleurs, pour tous ceux qui se lancent dans la création d'entreprise, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Entrepreneurs de la Cité qui propose de la micro-assurance aux jeunes créateurs. Après, il y a toutes les offres, il faut comparer et aussi penser à vous assurer à titre personnel en cas d'accident, etc. Il y a plein de choses. Et justement, en cas de difficulté, Frédéric, il y a des dispositifs aussi qui peuvent nous aider si on doit faire face à un arrêt maladie, à des difficultés. Comment ça se passe? Parce qu'on a aussi l'idée qu'on perd tous les avantages de quand on est salarié, quand on devient freelance. Voilà. Alors, je pense que tout le monde l'a vécu. Premier jour de confinement, même avec ma casquette Fédération des auto-entrepreneurs, tout d'un coup, j'ai eu un grand moment de panique, mais je vais vivre de quoi? Parce que quand on n'est pas en télétravail, etc., grand moment de panique. Et on a vu le fonds de solidarité qui s'est mis en place. Et le rôle de la fédération, c'était justement d'aller faire en sorte que le maximum de gens puissent toucher des aides. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, vous n'êtes pas seul.
Il y a énormément de structures associatives qui sont là pour vous aider. Et il y a aussi le Conseil de la protection sociale, le CPSTI, c'est en fait l'ex-RSI pour résumer, qui a notamment toute une action sociale qui est là pour aider les travailleurs indépendants et les travailleurs non salariés, les TI-TNS, en cas de difficulté, une perte d'argent exceptionnelle, un accident où ce n'est pas prévu. Là, on a quelqu'un qui malheureusement a un cancer aggravé, que l'action sociale, on a réussi à lui faire avoir à peu près 10 000 euros pour vraiment l'aider sur du court terme. Donc, il y a vraiment des ressources et vous n'êtes pas seul. Donc, vous pouvez retenir le site sécu-indépendant.fr qui va vous donner beaucoup de pistes. Il y a aussi une association comme l'APESA. L'APESA, c'est pour les chefs d'entreprise en difficulté. C'est un coup de fil. C'est un peu le psy des chefs d'entreprise, en fait, qui va être là pour… vous n'êtes pas tout seul. Moi, ce que vous devez retenir, c'est que même si vous avez l'impression d'être seul derrière votre bureau, ce n'est pas vrai. Il y a tout un tissu. Donc, venez taper à la porte des fédérations, des associations qui sauront vous diriger en cas de pépin. C'est important en effet parce qu'on peut avoir l'impression d'être seul et que personne ne peut nous aider. Donc, c'est intéressant d'aller voir justement… Et Christophe dit quelque chose d'important. Moins d'1 an en micro-entreprise, il avait eu 6 semaines d'arrêt, 0 indemnité, il est parti en portage pour ça. Déjà, Christophe, vous auriez dû souscrire une prévoyance. Ça, il faut le faire à la création de l'activité parce qu'effectivement, il faut 12 mois d'affiliation au régime général pour avoir le droit aux indemnités journalières. Sinon, elles sont calculées sur l'ancien régime. Je mets un grand… à toutes les jeunes femmes qui sont chez nous, qui vont se lancer, ne créez pas trop tôt votre entreprise. Créez votre entreprise quand vous aurez votre premier client, parce qu'il y a des projets bébés derrière. Il faut 10 mois d'affiliation et vous pouvez vous retrouver avec 150 euros par mois au lieu des 66 euros par jour prévus. Ça peut être le choix de la date de création peut être dramatique sur la suite. Donc, soyez vigilants. Bref, moi, c'est formez-vous, parce que tout ça, on vous l'explique en formation. Oui. Et allez voir en effet les organismes qui peuvent vous aider. Avant de passer à la suite de vos questions, parce qu'il y en a quelques-unes encore dans le chat, je voulais finir quand même par une note positive. Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie de freelance? Qu'est-ce qui vous fait kiffer au quotidien? Parce que quand même, si on choisit cette vie aussi de freelance et d'indépendance, c'est qu'il n'y a pas que des côtés difficiles à gérer. Qu'est-ce qui vraiment fait que vous appréciez vraiment d'être à votre compte? Alors moi, clairement, ça va être rapide, c'est la liberté. Il faut le dire. La liberté que ça apporte, la possibilité d'exprimer un petit peu sa créativité finalement dans tout ce que l'on fait, dans sa façon de travailler, dans la création de contenu. Voilà, chose qu'on ne peut pas toujours faire effectivement quand on est salarié. En tous les cas, moi, dans mes expériences salariées, même si j'ai eu plus d'expériences non salariées, à un moment donné, on est limité. Donc là, quelque part, on n'est pas limité. Donc moi, j'adore ça. Le fait, tu le sais, Fabienne aussi, de pouvoir travailler de façon nomade un petit peu partout, au café, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays aussi, quand l'activité s'y prête. Et puis, moi, c'est vraiment l'impression d'être au bon endroit, en fait, d'être vraiment à ma juste place, puisque depuis 12 ans, j'ai pu justement, avec cette créativité, créer finalement quelque chose de complètement sur mesure. Et ça, c'est vrai que tu ne peux pas le faire quand tu es salarié. Et puis, peut-être la possibilité, justement, d'être encore plus utile. En tous les cas, moi, j'ai le sentiment d'être plus utile en étant freelance ou chef d'entreprise, etc., parce que j'ai eu les deux casquettes. Et puis, plus en tous les cas que quand j'étais salarié. Voilà. Donc, liberté d'abord, et puis tout le reste suit. Je suis complètement d'accord. De toute façon, tout le monde le dit, la liberté, à mon avis, c'est peut-être le critère numéro 1 pour lequel beaucoup de gens se lancent. Moi, ça a été l'élément déclencheur. En fait, très vite, Shine, c'est mon premier emploi. Mais avant, j'ai toujours été indépendant et donc je le suis toujours en parallèle aussi à côté. Et si je suis toujours chez Shine, c'est parce qu'on a énormément de liberté. Donc, c'est vraiment ce qui m'a fait rester, en plus du projet, etc. Sinon, j'aurais pas pu tenir parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est très, très compliqué d'en revenir. Pour la petite anecdote, ça fait très cliché, mais moi, le moment où ça m'a vraiment fait ce déclic-là, c'est quand je suis parti avec des potes qui se sont lancés en freelance. Et au lieu de faire un stage pendant nos études, on est parti surfer au Sri Lanka et on créait des sites Internet. Voilà. Et donc là, on avait notre liberté. On avait nos potes qui allaient à la défense. Alors, j'ai rien, il y en a qui adorent ça et qui doivent le faire. Mais nous, on a choisi notre voie et on a eu de la chance, ça a fonctionné. Et effectivement, là, on a eu un sentiment de liberté exceptionnel.
Je l'ai toujours quand, je sais pas, je vais travailler à la montagne, le fait de pouvoir habiter dans la ville où on veut habiter, etc. Puis moi, je dirais qu'il y a un autre critère que je trouve vraiment génial, même s'il faut faire attention au chant des sirènes, c'est le potentiel, en fait. C'est-à-dire que souvent, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui, en tant que salariés ou avec d'autres statuts, en tout cas, se sont dit, bah, peu importe si je travaille plus, en fait, peu importe, ça va pas changer grand-chose, etc. Et donc, il y a peu d'entreprises qui ont vraiment cette flexibilité de quelqu'un qui va travailler beaucoup plus, va être énormément récompensé en termes de reconnaissance, qu'on lui dise et qu'on rémunère plus cette personne, par exemple, ce genre de choses. Quand on est indépendant ou indépendante, en tout cas, il y a un plafond de verre qui part. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que son activité fonctionne, mais si elle fonctionne et qu'elle fonctionne très bien, eh bien, on est récompensé à sa juste valeur. Et ça, ce sentiment-là, je trouve que c'est assez grisant. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ça en entreprise. Et en tout cas, en freelance, ça permet de se déplafonner, tout simplement. Mais ça ouvre le champ des possibles, en fait. Exactement. Frédéric? Moi, je vais terminer là-dessus. Effectivement, c'est en tant que zèbre, c'est de pouvoir nourrir ma curiosité intellectuelle insatiable, de ne jamais avoir la même vie d'une année sur l'autre, de ne jamais faire le même métier d'une année sur l'autre. Parce que je suis toujours, voilà, depuis 4 ans, je suis autrice et je ne l'étais pas il y a 4 ans. Et tout ça, c'est venu par l'activité professionnelle. Demain, je ferai des conférences, je n'en fais pas cette fois-ci. Et c'est satisfaire, moi, la curiosité intellectuelle dont j'ai besoin de me nourrir au quotidien et de toujours pousser et d'apprendre des nouveaux métiers. Et en fait, j'ai l'impression qu'on peut plus facilement le faire en tant que freelance que quand on est salarié. Parce que de dire à son patron, demain, je ne veux plus faire ça, mais je veux faire ça. C'est plus compliqué. Voilà. En tout cas, ça peut l'être. Ça fait du bien à entendre et j'espère que ça donnera voilà, aussi de l'élan à ceux et celles qui nous écoutent. On a le temps de prendre encore quelques questions, donc n'hésitez pas si vous en avez. Il y en a une à laquelle on n'avait pas répondu. Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer en tant que freelance en parallèle de sa vie de salarié? Est-ce que quand on a peut-être un peu peur de tout lâcher pour se mettre à son compte, est-ce que ça peut être un premier pas intéressant ou pas? Théo? Alors moi, je peux parler parce que c'est effectivement ma situation. Même si j'ai été indépendant salarié et je suis resté indépendant en parallèle, la première chose, c'est que déjà, il faut regarder si c'est légal dans le contrat avec son employeur. Donc, première chose, allez vérifier quand même votre contrat de travail. Vous pouvez éventuellement demander à le modifier, etc. Mais il faut vérifier que ça soit bien possible parce qu'il y a des contrats de travail qui ne l'autorisent pas. Et donc, dans ce cas, vous allez potentiellement le faire, mais vous allez être en irrégularité. Donc, après, je ne sais pas juridiquement comment ça peut se passer, mais l'employeur peut certainement porter plainte, etc. Donc, ne vous mettez pas dans cette situation difficile et problématique. Ensuite, oui, moi, je trouve que c'est un excellent conseil, si vous avez la possibilité de le faire, de l'appliquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut y aller crescendo. Et donc, on peut, au début, c'est ce qu'on disait, se créer un portfolio, chercher un peu sa spécialisation. Et moi, il y a quelque chose de très important. Alors, c'est peut-être un peu dur à entendre, mais si on n'arrive pas à trouver des clients en se disant, allez, je vais travailler ce week-end-là, un autre week-end un peu plus tard, encore un peu, et donc on essaye d'être assez régulier, et même si c'est des trous, on a des trous dans son activité parce qu'on ne le fait que ponctuellement, mais si on n'arrive pas à faire décoller ça, c'est pas en étant à 100% que la différence fondamentale va arriver. C'est-à-dire que ça va mettre plus de temps parce qu'on n'est pas à 100%, mais il faut qu'on y arrive. Donc, pour ceux qui ont peur de ça, il y a aussi un petit côté où ça permet d'avoir ce choc de réalisme sans non plus se mettre en danger. C'est-à-dire, c'est pas je me lance et j'y vais et en fait, je prends le mur de la difficulté de trouver des clients en pleine phase tout de suite. C'est plutôt j'y vais et j'apprends au fur et à mesure crescendo. Donc, je trouve que c'est très confortable comme situation. Moi, je le conseille énormément. Et puis, ça permet aussi potentiellement d'avoir un mix et une personne va peut-être se rendre compte qu'en fait, ce qu'elle aime, c'est être salarié tout en ayant un peu de flexibilité et va adapter ensuite son régime en trouvant une entreprise, pourquoi pas à mi-temps et en étant freelance à côté. Donc oui, moi, c'est un conseil que je donne énormément. Moi, je rejoins pour ceux qui le Théo. peuvent. Effectivement, oui, vas-y, Yann. c'est quelque chose que je conseille aussi, que j'ai pratiqué aussi quand je me suis lancée en 2011 et j'ai pu concilier pendant 3 ans, justement. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça m'a donné le luxe, justement incroyable, de développer mon activité sans pression, à mon rythme, de la façon dont je le souhaitais. Et donc, c'est aussi une façon de se donner le temps de réussir. Et je trouve que effectivement, c'est un luxe incroyable. Après, il y a des avantages et des inconvénients. Effectivement, ça peut être un peu plus long, etc. Donc après, c'est à chacun de voir. Et en fonction de toute manière, moi, je n'avais pas le choix puisque je n'avais pas
d'indemnité ou autre. Donc, à un moment donné, il fallait aussi rentrer des sous. Donc, il y a aussi ça, hein, parfois, qui rentre en ligne de compte. Mais en même temps, ça a été très bénéfique parce que voilà, j'ai pu faire les choses à mon rythme. J'ai deux dernières questions qu'on va essayer de faire rapidement. Je vais les poser à des personnes en particulier. Comme ça, on va essayer de gagner un petit peu de temps pour vous lâcher à l'heure et que vous alliez profiter de votre pause déjeuner. Frédéric, comment on fait pour fixer ces tarifs quand on démarre? Alors, j'ai mis un résumé très global, mais en gros, le tarif, déjà, il y a le prix marché, c'est combien font les concurrents. Donc, ça, c'est ce qu'on fait avec l'étude de marché, la fameuse étude de marché. Et après aussi, on va calculer son besoin. Combien j'aimerais gagner par mois. Donc, je ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de revenus, combien j'aimerais qu'il reste dans ma poche, combien d'heures j'estime travailler par mois. En fait, c'est tout un calcul qu'on va faire. On va calculer sa rentabilité et on va faire rentrer tout ça pour déterminer un prix global. Moi, ce que je peux vous dire en tant qu'indépendant, descendez jamais en dessous de 25 € de l'heure parce que ça correspond, une fois qu'on enlève les charges, même pas à un SMIC. Et après, il faut vous valoriser. Il ne faut pas avoir peur, en fait, je l'ai fait, toutes ces erreurs de vendre un site internet au départ qui valait à 700 €, qui valait pas ça. C'était de sous-estimer. J'ai fait toutes ces erreurs. Franchement, ne les faites pas. Si votre travail est bien fait, vous dites, je vais passer 3 jours, je vais gagner 500 € par jour, ça coûte 1500 ou je vais gagner 400. Mais voilà, et vos clients vont vous respecter si vous avez aussi un prix qui est juste et qui est normal. Oui. Vous n'allez pas aller choisir l'artisan qui va vous faire le prix le moins cher. Vous allez aller choisir l'artisan qui va vous installer le mieux, votre porte, votre fenêtre, etc. Donc, c'est la même logique derrière qu'il faut appliquer pour vous. Et une dernière question, au bout de combien de temps, à votre avis, l'activité doit être pérenne? Quand est-ce qu'il faut peut-être se tirer le signal d'alarme si on n'arrive pas à vivre de son activité, ou combien de temps on doit se laisser? Théo? C'est une question très compliquée. Je pense que déjà, il y a je disais le mur du réalisme, mais déjà, il y a tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Donc, entre eux, il y a des personnes qui vont se lancer avec une rupture co, d'autres qui vont avoir un peu d'argent de côté, d'autres qui vont avoir des coûts très faibles. Donc, déjà, il y a le mur du réalisme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut que ça fonctionne. Sinon, tout simplement, on ne peut pas vivre. Donc, il y a ce premier critère qui est très pragmatique. Ensuite, à partir de combien de temps il faut tirer la sonnette d'alarme? Par exemple, j'ai 50 000 € de côté, je me lance, il n'y a rien qui rentre. Est-ce qu'au bout d'un an, j'arrête? Alors là, ça va dépendre un peu de chacun et de ce qu'on veut réussir à accomplir. Moi, c'est pour ça que c'est très compliqué parce que je trouve qu'il n'y a pas de plancher. Après, en freelance, encore une fois, en freelance, on n'est pas censé monter une entreprise comme si, je sais pas, je disais, tiens, je vais lancer un nouveau service un peu novateur là-dessus. On est censé quand même faire une prestation que les gens recherchent. Donc, on va pouvoir après trouver une spécialisation peut-être qui est très particulière, etc. Mais je trouve qu'il y a un côté fournisseur, enfin en tout cas prestation, qui est très pragmatique. Donc, moi, je dirais qu'il faut s'inquiéter si au bout de 3-6 mois, on n'a pas de clients. Et après, c'est beaucoup plus simple d'y voir clair quand déjà on fait son premier euro de chiffre d'affaires. Parce que quand on l'a fait une fois, donc on se dit, OK, je peux le faire une deuxième fois et on ajuste. Donc, je suis 100% d'accord avec Frédéric, j'ai fait la même erreur, j'ai vendu des sites vraiment pas chers au tout début. Et donc, mais une fois qu'on vend un site internet 700 €, on peut se dire, j'ai fait une bêtise, le prochain, je le vends 2 fois plus cher. Puis ensuite, le vrai prix, c'est 4 000, 5 000 et pas en fait tous ces prix que j'ai pratiqués. Et donc, il faut savoir distinguer le je ne trouve pas de clients, je n'arrive pas à faire rentrer du chiffre d'affaires, ou alors je travaille 20 heures par jour et en fait, je me dégage à peine un SMIC, avec mon activité n'est pas encore 100% pérenne, mais par contre, elle prend son envol. Donc, je trouve qu'il faut réussir à trouver cette nuance de c'est en train de prendre. Donc, oui, au bout de 6 mois, tout n'est pas parfait, je ne gagne pas exactement le CA que je veux, etc. Mais je sens que ça se débloque et je sais comment faire évoluer tout ça, avec le je ne trouve pas de clients ou je bosse comme un dingue, mais en fait, j'arrive pas à m'en sortir à la fin du mois. Ce qui sont deux choses différentes, c'est que dans le premier cas, en fait, on est en train de réajuster et on sait que ça va aller au fur et à mesure. Dans le deuxième cas, en fait, on insiste alors qu'on est dans le mur et c'est pas viable. Très Moi, bien. je suis d'accord aussi. Hein. Yann, C'est-à-dire pour qu'il faut finir? vraiment régulièrement réajuster et puis réorienter, ne pas refaire systématiquement la même chose et tester d'autres choses en réalité. Hein. Oui, oui.
C'est vraiment l'expérience aussi, enfin, c'est intéressant justement ce test and learn, on va dire, et d'apprendre et de modifier au fur et à mesure. Mais je vous remercie tous les trois vraiment, parce que du coup, vous nous avez partagé à la fois vos expertises, mais aussi vos expériences, et ça fait du bien d'entendre à la fois ce qui va bien dans la vie de freelance et les difficultés rencontrées, et surtout comment y remédier, parce que vous avez tous les trois montré qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il y a plein de possibilités et de solutions qui existent. Donc, merci beaucoup Frédéric, Diane et Théo. C'était un plaisir de partager ce webinaire avec vous. Pour information, il sera disponible en replay. Vous le recevrez du coup par mail et du coup sur la chaîne YouTube de CDI Média. Mais je vous souhaite une très très bonne journée à tous les trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les participants, participantes. Vous avez été très très réactifs et vous avez beaucoup partagé dans le chat et c'était du coup encore plus plaisant pour nous et j'espère que ce webinaire vous aura été utile. À très bientôt. Bonne journée.